Azul fell-awen di Gmaṭṭaf Radio Uzgruf. Ass n 19 di Meɣres, le 19 mars, yeḍra-d uneḥbus n rṣaṣ gar wid yessuturen timunent n tmurt, les militants de l'ALN, les révolutionnaires du FLN et les Algériens qui étaient au Maquis. De l'autre côté, llan iserdasen iɣallen ajenṭaḍ aṛumي afransis. Dɣa nebɣa ad d-nini ciṭuḥ n wawal ɣef annect-agi imi seg wass-nni ar ass-a i teqqim kan akkenni anda i tufeg i ters. Donc nous venons de célébrer la date hautement symbolique du cessez-le-feu en la journée du 19 mars. Ce qui s'est passé en cette époque était décisif pour la suite des événements. Les accords d'Évian n'ont pas livré tous leurs secrets. Certes, la France coloniale ne s'est pas fait avoir. De toute évidence, il y a de quoi croire en ça. Bien au contraire, il avait bien négocié sa part du butin. La preuve, nous y voilà aujourd'hui à la case de départ. Sans école, sans santé, sans moyens de transport décents, sans technologie, sans infrastructures de base, sans souveraineté, sans économie, sans classe politique, sans institutions au service du citoyen, sans justice, sans liberté syndicale, sans presse libre, sans pouvoir d'achat et sans perspective fiable et bien entendu, sans histoire authentique. Donc de là, nous pouvons nous dire à quoi nous a servi l'arrêt de la lutte armée et l'enclenchement d'un long processus de pourparlers. Si nous devons répondre, c'est peut-être pour épargner à la France des dépenses supplémentaires en hommes et en armes que cette dernière a pensé à un cessez-le-feu et l'enclenchement d'un processus de négociation. L'ancien colon a vu sa colonie menacée par l'élément démographique de ceux qu'il appelle les Bécous, c'est-à-dire nous. Les candidats algériens allaient gagner toutes les élections lors des échéances électorales dans le cadre d'une Algérie française. La France coloniale a donc trouvé la parade idéale, celle de faire monter de faux frères, comme dans la Belouit, qui s'occuperont de l'exécution des vrais opposants, c'est-à-dire les authentiques de l'ALN, majoritairement d'origine amazigh. D'ailleurs, le mot amazigh reviendra dans tout ce qui a été positif dans cette époque. Car la majorité des gens qui ont défendu réellement l'honneur de cette terre, ce sont ceux qui se sentent qu'ils appartiennent à ce sol, c'est-à-dire les Amazighs. Les autres n'ont été qu'avec le dos de la cuillère, parce qu'il s'agissait de la préservation de leurs intérêts, ou alors tout simplement de leur survie physique ou religieuse. Mais les Amazighs n'avaient pas posé de conditions. Nous devons libérer l'Algérie advient que pourra. Donc l'amour et l'appartenance au sol et à la terre est un élément fondamental dans la naissance du nationalisme et son entretien. Et nous allons bien entendu avoir des preuves tout au long de ces épopées, de ces histoires, de l'histoire tragique de l'Algérie contemporaine. Depuis tout ce temps, c'est-à-dire 60 ans de règne d'un pouvoir totalitaire et sectaire, l'opinion nationale et autres lui reconnaîtront le sobriquet des déserteurs de l'armée française. Le pouvoir algérien sera connu comme étant un régime plein de haine, de mépris, de marginalisation envers la majorité du peuple algérien. Plusieurs générations de militants seront sacrifiés au nom d'un semblant d'unité nationale.
qui n'aurait servi que d'alibi pour mater souvent dans le sang les protestataires, les protestations et les insurrections populaires sporadiques, mais profondément légitimes. Quelle est donc l'origine du mal? Quand est-ce que le mal a commencé? Les origines remontent au refus des populations abreuvées de nationalisme d'abdiquer devant les trahisons suite aux connivences de quelques tendances du mouvement national avec les colons et les pieds noirs, ainsi que les affinités déjà oligarchiques de quelques familles notables d'Algérie, avec les animateurs du bureau arabe installés à cet effet par la France coloniale. Parce qu'au fait, ce n'est pas 54 seulement la révolution, c'est surtout les insurrections citoyennes populaires de 1830, de 1840, 70, 90. Et c'est tout ce processus qui a donné naissance à la révolution armée connue mondialement comme étant l'une des plus belles révolutions qu'a entrepris un peuple opprimé à l'encontre de l'une des plus grandes puissances coloniales au monde, à savoir l'Empire français. Depuis, ce n'est que désolation et amertume. Seule une minorité de privilégiés liés par les liens de sang ou d'affairisme est bénéficiaire de la rente pétrolière et des caprices de l'État-providence. On tire profit de ce pays. Pour les autres, la majorité du peuple a été marginalisée. Où sommes-nous après toutes ces années de désarroi, de marginalisation justement, d'embrigadement de la société et de la chasse aux génies populaires, qui se sont tous réfugiés dans d'autres capitales, là où ils ont été pris en charge, parce que il y a réellement de l'intelligence dans ce pays. Est-ce pour mourir en silence, après une longue agonie, que le peuple algérien ait consenti d'aller s'attabler pour négocier les accords d'Évian? Parce qu'on a résisté pendant un siècle. Et on a enclenché une guerre armée, une lutte armée pour l'indépendance. Pour que finalement, alors que nous étions à deux doigts d'une véritable indépendance, nous nous assoyions avec des autorités beaucoup plus futées, préparées aux négociations, aux des grands troubles pour essayer d'arracher qui finalement nous dit-on, parce qu'on n'est pas au courant des véritables accords d'Évian, donc de leur contenu, mais nous dit-on, nous avons hérité que du mieux. On dit en politique, on a plus besoin de preuves que de déclarations. Si nous devons nous contenter de ce que nous observons, de ce que nous relevons comme éléments réels de tous les jours, de notre vécu. Après tous les beaux discours sournois de Ben Bella, les promesses pompeuses de Bouharouba, les fastidieux chantiers de Chadli, les illusoires décisions de Bouriev, les ambivalentes déclarations de Zerouel, les campagnes intempestives de Boutef et l'incohérence discursive de Tebboune. Tout ça pour ça. Nous avons le droit, nous citoyens, qui subissons les affres de cette politique et leurs répercussions, nous avons le droit de juger, de porter une appréciation, une évaluation, parce qu'il y va de notre vie, de notre quotidien, et c'est notre avenir qui a été brisé à cause de l'incompétence et de cette trahison encastrée par nos dirigeants. Le 19 mars fut une mutation d'un système colonial vers un système néocolonial. Si nous devons résumer ce qui s'est passé le 19 mars,
C'est malheureusement un peu comme ça. D'un colonialisme à un autre néocolonialisme. Aujourd'hui, tous ceux qui ont marché avec les forces du mal et qui les incarnent désormais, c'est-à-dire ceux qui font le bouton et la pluie en Algérie, dans tous les domaines, sont à l'abri du besoin. Ce sont les seuls qui ont tous les moyens pour vivre décemment. Seul le peuple, ce véritable héros de la guerre de l'indépendance, reste coincé dans le marasme du pain quotidien, tantôt en train de résister aux affres du régime oppresseur, tantôt pressé à soulager ses préoccupations pour peut-être venir à bout du dur métier d'être algérien. Qu'en est-il réellement aujourd'hui de notre vécu, de notre condition? Après les résultats désastreux de l'école fondamentale, la déliquescence de la qualité de vie pour au moins les 87% des citoyens, le verrouillage médiatique continuel, les pouvoirs publics appellent à minima pour accentuer de la sentence déjà trop injuste à l'encontre du peuple algérien, qui pourtant ne leur a rien fait, absolument rien, si ce n'est demander un peu plus de liberté, un peu plus de qualité de vie, un peu plus dans les salaires, parce que les messieurs ont laissé la Tunisie et le Maroc nous dévancer en tout. Nous avons été un peu jaloux de nos voisins, de nos cousins, et bien entendu de ceux avec lesquels, normalement, selon le discours officiel, nous devons construire le grand Maghreb, bon l'Arabie, comme ça qu'ils l'appellent, mais à la limite, au moins, nous allons, euh, en théorie, construire avec eux un futur grand ensemble. Et on avait le droit d'être un peu jaloux de la qualité de vie des Tunisiens, des Marocains, et surtout de la bonne santé économique et de leur monnaie. La réalité sidérante est sans appel. Le sachet de lait et le bidon d'huile deviennent une faveur qu'il faut mériter, malgré leur consistance nutritive qui laisse à désirer, et leur prix qui dépasse la barre de l'entendement. Les prestations des structures de santé sont réduites aux longues files d'attente dans les services d'urgence médicale, avec à la clé les sous-entendus aux euthanasies à venir dans le secteur public. L'euthanasie, c'est un propos un peu dur que j'utilise parce qu'il est sous-entendu dans les propos du personnel médical. Et bien entendu, ils sont très nombreux ceux qui rentrent malades pour normalement sortir guéris si c'était sous d'autres cieux. Malheureusement, ils sortent morts, les pieds devant. Comme si, dans les hôpitaux algériens, on a tendance à donner la mort beaucoup plus facilement qu'ailleurs dans le monde. Peut-être dans le but de dissuader les patients à venir dans le secteur public. Et comme ça, ils vont les chasser du secteur public, là aussi censé être gratuit, pour le bonheur des rapaces du privé. Les cliniques privées et les hôpitaux privés où on paye cher les interventions, les radios et les prestations, est un fleuron de la gabegie de la corporation médicale. Ce sont les pauvres gens en détresse sanitaire. L'Algérie des dinosaures, ainsi, c'est aussi une université greffée sur la madrasa, où le bourrage est le paramètre de mesure par excellence. Tout au long de ces années de répression policière, les propriétaires d'avant, le cessez-le-feu, c'est-à-dire tous ceux qui avaient des biens au temps des Français, donc généralement des collabos, se sont engraissés ainsi que l'enrichissement de certains fils de chefs.
Voilà exactement les deux catégories de gens qui ont été plus ou moins privilégiés. Ceux qui étaient bien avant l'indépendance, déjà riches, et quelques-uns dans la famille qu'on appelle famille révolutionnaire. Comme pour mieux les amadouer peut-être, ces fils de shahid, les manipuler, peut-être même les dresser contre le reste du peuple. Nous, nos parents sont morts pour l'Algérie, nous disait-il souvent. Si on pouvait au moins un jour s'attabler et chacun va raconter combien de morts il a dans la famille et quels sont les sacrifices consentis. Je parle bien sûr de tous ceux qui sont morts depuis ce fameux 5 juillet 1830. Parce que tout le monde est martyr, y compris le Mokorani Sheikh Haddad sont des martyrs. Il n'y a pas que Amir Ben Ramadan ou Krim ou je ne sais qui. Tout le monde est martyr, bien au contraire. S'il n'y avait pas eu les insurrections populaires, on n'aurait pas eu de révolution. Mais bon, la politique voulait autre chose. Donc ainsi, ces fils de shahid, bientôt peut-être les petits-fils shahid, nous allons entendre beaucoup, nous devons avoir un cœur très solide en Algérie. Prochainement peut-être même les petits-fils shahid ont été engraissés pour les retourner contre le peuple, comme si ce peuple est fait de traîtres et de collabos avec la France, chose qui est tout à fait fausse. Donc, nous pouvons dire aussi par rapport à ces personnes qui sont compromises avec le système et le régime algérien, qui sont indignes de leur part. Parce que il faut bien choisir. Ou bien tu es avec ton père et tu veux vraiment être digne héritier de sa morale, de son combat, lui qui s'est battu pour la liberté et l'épanouissement et l'émancipation de l'État algérien, ou alors tu es obligé d'être contre la liberté, d'être contre toute aspiration à une démocratie et au droit de l'homme. On ne peut pas comme commencent à le faire certains partis politiques. On ne peut pas faire une déclaration officielle comme soi-disant nous sommes contre, par exemple, une élection, et puis envoyer au charbon quelques militants pas trop connus, mais qui sont réellement affiliés à notre famille politique pour qu'ils se présentent sur des listes indépendantes. Et bien, ça a toujours été comme ça en Algérie. L'Algérie est un pays où les patriotes sont empêchés d'aimer et de servir leur patrie. D'après vous, est-ce que refuser les élections législatives, c'est aimer l'Algérie? Ou alors, participer aux élections législatives prochaines, c'est ça aimer l'Algérie. Il faudrait donc lui donner de la consistance avec des arguments très très solides pour choisir la voie qui servirait plus, non pas nos poches ou notre condition sociale, mais l'Algérie, dont qui sera plutôt fier de nous, même dans 50 ans. Bientôt, les Algériens seront mis à l'épreuve entre choisir d'aller aux urnes ou choisir de tourner le dos à ce qu'ils peuvent considérer, comme moi par exemple, comme étant une mascarade et un non-lieu, parce que ce n'est pas du tout ça l'urgence. Et on ne peut pas, bien entendu, placer les taureaux avant, plutôt la charrue avant les bœufs. Donc, les patriotes sont réellement empêchés d'aimer leur patrie. Vous imaginez, peut-être nous sommes le seul pays au monde où un patriote est empêché d'aimer et de servir sa patrie. Chacun à sa façon. Cette dernière est mise au service d'une oligarchie mercantiliste qui a asservi les populations. Mais en même temps, cette même caste est asservie par les lobbies internationaux qui se partagent la proie Algérie. Nous sommes asservis et torturés, marginalisés,
indexés, stigmatisés par une caste, par une junte militaire par exemple, par une opération policière, etc., et par même un État, des institutions, parce que quand tu rentres dans une institution et que tu n'es pas servi, que tu n'es pas bien accueilli, et que tu y a bien au contraire, euh, euh, pas du tout reçu, c'est aussi une façon de te réduire à néant. Et cette même caste qui nous a mis sous sa botte, elle aussi, à son tour, elle est sous la botte, sous l'autorité, aux ordres des cartels internationaux, des lobbies qui considèrent l'Algérie comme étant une chose, une propriété, une paroi. Au nom de quoi j'aurais voulu qu'ils aient la décence, l'honnêteté, de nous le dire un jour. Peut-être qu'ils vont nous convaincre qu'ils sont plus algériens que nous, qu'ils ont servi ce pays plus que nous, que l'Algérie leur revient de mérite plus qu'elle leur revient à nous, je ne sais pas, mais qu'ils osent nous le dire, qu'ils soient des hommes, au moins une fois, des hommes. Vous pouvez quand même être des hommes au moins une fois, et nous dire pourquoi l'Algérie vous appartient plus qu'il nous appartient. Plusieurs décennies après ce négoce appelé les accords d'Évian, nous relevons que tout est fait pour que tout soit éphémère. En Algérie, tout est éphémère. À chaque fois qu'un régime part, un gouvernement, un président, regardez par exemple la vingtaine de Boutef. De Boutef, qu'est-ce qui reste? Rien. C'est comme s'il n'est pas passé, si ce n'est le mal qui nous a fait subir. Tellement, tout est fait pour que tout soit éphémère. Qu'est-ce qui reste de ce qui est entrepris par les différents successeurs à Ben Bella, l'homme de main de Nasser? Ni la révolution agraire de Bouharouba, ni l'ouverture démocratique de Chadli, ni la concorde civile de Zerouet, ni la réconciliation nationale de Boutef, encore moins le Jazair el Jadida de Tebboune. Par contre, nous avons hérité du gigantisme architectural. Peut-être deux choses grotesques. Par leur inutilité, je ne touche pas à la symbolique et à la sainteté d'une mosquée, mais par leur inutilité, tellement il y a ailleurs d'autres urgences, je considère que construire une très très grande mosquée est inutile pour un peuple qui a encore les pieds, les genoux, le ventre et presque tout le corps dans le tiers-monde. Deux monuments dédiés aux étrangers, à mon sens. Nous n'aurons jamais le droit d'accéder à ces deux espaces. Donc, ces décideurs officieux, il leur a été dédié, c'est des décideurs du destin de l'Afrique du Nord, comme par exemple la France-Afrique. Donc, on commence par exemple, Maqam Shahid. Maqam Shahid est pour les accueillir. Il est là pour accueillir les étrangers solennellement, en chant les hymnes, les chants patriotiques, comme si Mustafa Ben Boulaïd est mort pour que Total et General Electric en tirent profit. Parce que qu'est-ce qui est reçu des Maqam Shahid Nahoub? C'est les autorités, c'est les ministères, c'est des délégations d'hommes d'affaires. Et qu'est-ce que nous avons tiré de toutes ces équipes qui partent et qui reviennent? Moi, personnellement, je suis dans la même condition qu'il y a 30 ans ou 40 ans, c'est-à-dire les années de ma naissance. Et bien entendu, le deuxième monument, c'est la mosquée N'Tal Bahbouhia. C'est-à-dire, je l'appelle la mosquée de l'Bahbouha parce qu'effectivement, si ce n'était pas le pétrole qui était à 120, à 140, à 160, euh, jamais Boutef n'aurait pensé à se faire un monument pour lui-même. Parce qu'à l'origine, je pense que c'était ça. Mais actuellement, cette mosquée est destinée pour que les autorités à la richesse et leurs partenaires, parce que c'est l'oligarchie,
surtout leurs partenaires en Kamis qui viennent du Golfe, du Moyen-Orient et même du monde entier, puissent se prosterner. Ils vont se prosterner et remercier le ciel à l'intérieur de cette grande mosquée pour toutes les richesses qu'ils amassent gracieusement sur cette terre. Et le peuple dans tout ça, dans ce cas-là, nous sommes ce que les envahisseurs ont voulu qu'on soit. 2 siècles après, nous sommes ce que les envahisseurs ont voulu qu'on soit. Des analphabètes quadrilingues, des consommateurs passifs des produits contrefaits, importés par des cercles occultes qui gèrent par une main de fer la chose algérienne. Nous saurons bientôt qui d'entre les 87% du peuple d'un côté, qui forment bien sûr les lycées pour compte, et les 35 000 familles tressées en oligarchie de l'autre, aura raison de l'autre. Qui d'entre ces deux antagonistes belligérants? Comme dans une dichotomie, seule l'une l'emportera sur l'autre. Bientôt nous saurons, est-ce que c'est les 87% des Algériens qui vont triompher, ou alors c'est les 35 000 familles de l'oligarchie qui resteront encore parce qu'ils sauront comment briser cette insurrection populaire, mieux l'infiltrer